Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour les amis, merci d'être fidèles à Cube Radio. Alors aujourd'hui, dans la page 18, à la page 18 du Journal de Montréal, dans la section en 5 minutes, ils font toujours un travail formidable, la gang dans 5 minutes. Ils prennent une problématique puis ils nous l'expliquent avec des images, des photos, un graphisme clair, des chiffres. Alors là, on parle des pays développés. La majorité des pays développés ne font pas suffisamment d'enfants et ça assure pas la survie de leur population. On ne fait plus assez d'enfants pour éviter un déclin de la population dans la majorité des pays développés. Et là, tu as les pays qui font le plus d'enfants dans le monde. Le premier, c'est Israël. Après ça, c'est Arabie Saoudite. Après, c'est Afrique du Sud. Le Québec, c'est à peu près dans la moitié. C'est à peu près à la moitié. Plus que le Canada, quand même. On fait quand même plus d'enfants que le Canada. Et la Corée du Sud, à la toute fin, ils font presque pas d'enfants. Mais bref, ça va pas très bien dans les pays développés. Et là, je me demande, je pose la question, s'il n'y a pas une culture qui fait que ça décourage les gens d'avoir des enfants parce que c'est moins le fun qu'avant d'avoir des enfants parce que les parents ne peuvent plus faire leur job. Regardez, tout ce qui est discipline, autorité, encadrement, exigence, structure, règles, hiérarchie, tout ce qui faisait avant partie de la job de parent, de mettre des paramètres clairs, de punir si tu sors des paramètres, d'avoir des règles claires, d'avoir une forme d'autorité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, c'est mal vu. De plus en plus, tu fais preuve d'autorité envers tes enfants. C'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Il faut que tu respectes le ressenti de ton enfant. Hein? Il y a plein de gens maintenant que ça ne leur tente plus d'être prof. Pourquoi? Ben parce qu'avant, les profs avaient une certaine marge de manœuvre. Les règles étaient claires. Les règles du jeu étaient claires. Aujourd'hui, non. Le prof, il ne faut pas qu'il dise qu'il en sache plus que l'élève. Non, il n'en sait pas plus que l'élève. Il faut qu'il écoute le ressenti de l'élève. Il faut qu'il... Bon. Et ben, c'est moins le fun d'être prof qu'avant. Puis il y a plein de gens qui disent, ben moi, ça ne m'intéresse plus. Et je pense que peut-être que dans la culture des pays développés, on n'encourage plus vraiment les gens à être parents. Puis c'est pas mal moins le fun, puis c'est pas mal plus de job à être parent qu'avant. Fait que les gens disent, regarde, je vais, moi, m'épanouir autrement qu'avec des enfants, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, c'est assez intéressant comme chiffre. Il y a quelque temps, j'avais reçu à l'émission, je crois que c'est quelqu'un de l'Université de Montréal, et un expert en politique, géopolitique internationale, et qui disait qu'il se désolait qu'il y avait un virage à droite en Europe, et il disait là, il va y avoir les élections européennes bientôt, puis on sent qu'il va y avoir un virage à droite, et c'est bien épouvantable. Et je lui disais, est-ce que ça se peut, monsieur, l'expert, est-ce que ça se peut que les gens dans les pays de l'Union européenne, ils sont écœurés de se faire imposer des quotas d'immigration de façon débile. Ils n'ont pas les deux mains sur le volant. Ils ne peuvent pas eux-mêmes décider combien de gens ils vont recevoir. C'est décidé par en haut par l'Union européenne. Et ça se peut-tu que les gens en ont ras le cul de tout ça et que c'est pour ça, peut-être qu'il y a un virage à droite dans les élections nationales, mais aussi en élections en Europe. Il m'avait dit, je suis mal placé pour commenter ça. Vous savez, moi, je suis objectif, je regarde, je constate, mais je commence pas à arriver avec des solutions, des suggestions, bon. Ben oui, c'est parce qu'il voulait pas le dire, là. Il avait peur de paraître pour quelqu'un de trop à droite, mais je veux dire, on le voit, on le sent, là. Ce qui est arrivé actuellement, récemment,
dans les élections européennes, c'était écrit dans le ciel et c'était vraiment prévisible. Et là, dans les journaux, on va en parler plus tard avec Joseph Facal et probablement avec Mathieu, mais dans les journaux, c'est écrit « Victoire de l'extrême droite ». Wow, l'extrême droite. Là. Le terme extrême droite, là, on le galvaude et on le sert à toutes les sauces, vraiment. C'est pas l'extrême droite. Là. Il fut un temps où l'extrême droite, c'était des fachos. Là. Maintenant, si tu dis « je suis un petit peu plus à droite que la gauche. Je veux, moi, peut-être moins recevoir d'immigrants pour mieux les accueillir, pour mieux les intégrer, qui est un discours logique, qui est un discours sensible, qui est un discours... Bon. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ça passe pour l'extrême droite. Alors, quand vous voyez dans les manchettes extrême droite, il faut en prendre et en laisser. Il y a un texte, vous savez que je parle souvent du Figaro, mais il y a un texte dans le Figaro aujourd'hui, justement, sur un peu les gens... en Europe, qui commence à en avoir le cul de l'Union européenne. Et c'est Chantal Delsol, qui est philosophe, qui écrit un texte en disant « L'Europe politique doit cesser de considérer les peuples comme des ramassis de crétins. » Et elle dit « Quand on a construit l'Europe, on aurait dû laisser à chaque pays, maître de ses problèmes de proximité et déléguer des compétences régaliennes à l'Union européenne. Les malheurs de l'Europe, c'est qu'elle a été construite non par les Allemands, mais par les Français. Et les Français en ont fait une copie de la France, c'est-à-dire une administration hyper centralisée, où toute décision part du sommet, où on considère que les peuples sont incapables de gouverner, même le balayage devant leur propre porte. Si ça avait été les Allemands qui avaient créé l'Union européenne, ça aurait été autrement, parce que l'Allemagne, vous le savez, on respecte l'autonomie des cantons, c'est moins centralisé, c'est plus décentralisé, ça aurait fait une Europe totalement différente que l'Europe qui existe actuellement, qui est une Europe très franco-française. Et elle dit, la belle Europe des peuples, qui désormais ne voulait plus se faire la guerre, est devenue la petite coterie de quelques élites imposant au peuple à la fois leur manière de faire et leur croyance morale. C'est une petite gang en haut qui décide au peuple, vous n'êtes pas assez intelligent pour prendre, la direction de votre destinée. Nous autres, on va décider pour vous. Et elle dit, l'Europe, maintenant, c'est comme en Amérique du Nord, c'est-à-dire c'est un continent qui est en proie à la polarisation extrême entre le peuple et les élites, les somewhere, ceux qui sont ancrés, ceux qui ont des racines, ceux qui se reconnaissent dans leur pays, et les anywhere, ceux qui travaillent un peu partout, qui sont tout le temps en deux jets, qui sont les gagnants de la mondialisation. A dit un continent divisé entre les régionaux et les mondiaux, la société des terroirs et la société des jets. L'institution est dominée par une élite pensante et abstraite qui affirme que l'Europe n'a pas d'histoire et que, puisqu'elle est libérée de son passé, elle est seulement ancrée dans l'avenir. Et elle dit que pour cette élite-là, qui dirige maintenant l'Union européenne, les cultures n'ont plus d'importance. Seul compte le mélange et l'inclusion. Devant ces sottises irréalistes, on a bien envie de prendre le parti des peuples. Et elle dit, les gens sont écœurés de se faire traiter comme des crétins. L'Europe politique requiert un changement primordial, cesser de considérer les peuples comme des ramassis de crétins. C'est un peu ça actuellement qui se passe en Europe. C'est que les gens disent, hey, est-ce qu'on a notre mot à dire, nous? Est-ce qu'on a le droit d'exister, nous? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une culture qu'on aime et qu'on veut protéger, nous? Et là, ils disent à l'Europe, qui est un machin, qui est au-dessus, en disant, ben là, vous allez, vous autres, nous écouter, parce que ça fait des années que c'est nous qui vous écoutons, et maintenant, il y a un changement de paradigme. Tout ça me semble logique. Mais là, on écrit dans les journaux, extrême droite, comme si c'était bien épouvantable. On va en parler plus tard, bien sûr, avec Joseph et Mathieu. Et en terminant, je vous parlais la semaine dernière de ce texte du National Post concernant le programme de réduction des méfaits en toxicomanie que la Colombie-Britannique avait adopté. Vous le savez, on dit qu'on donne en fait des opioïdes aux toxicomanes en disant comme ça, ils n'iront pas acheter leur stock chez des pushers, chez le crime organisé, qui vont leur donner de la scrap, qui va être coupée avec du comète, coupée avec de la poudre à bébé, n'importe quoi. Ils vont devenir malades. Donc, pour protéger leur santé, nous autres, on va leur donner
de la bonne drogue qu'ils vont pouvoir prendre. Et le National Post fait un très gros reportage là-dessus sur ce qui se passe en Colombie-Britannique en disant, ce qu'ils font, finalement, les toxicomanes, c'est qu'ils vont à la pharmacie. Et là, ils montent leurs papiers, ils reçoivent leur dose, ils s'en vont voir leur pusher et ils vendent leur dose qu'ils ont eu gratuitement à leur pusher. Et avec l'argent qu'ils amassent, ils achètent du fentanyl, qui est un opioïde qui est encore plus puissant que ce que l'État leur donne. Eh bien, aujourd'hui, dans le National Post, il y a la suite de ce reportage-là. La même chose à London, Ontario. C'est à côté, ça, London, Ontario. Ils ont essayé aussi un programme comme ça d'opioïdes gratuits pour les toxicomanes dans l'option, dans l'idée de réduire les méfaits. Augmentation de surdose, augmentation de gens qui sont accros aux opioïdes et bien sûr, ces gens-là vont prendre leur dose et la revendre, eux autres aussi, au crime organisé. Bref, c'est un échec